Nous étions donc en train d'évoquer la situation à Madagascar où des doutes sont émis sur l'efficacité du Covid Organics en raison de la hausse des cas de contamination. Je vais aussi donner l'exemple puisqu'il y a eu beaucoup de pays qui ont reçu justement une dose de remède. Par exemple, au niveau du Congo-Brazzaville, des tests ont été effectués et les résultats penchent vers une efficacité limitée. Ils disent efficacité limitée. Au niveau du Nigeria, l'Agence nationale du médicament n'a pas trouvé la preuve de propriété réellement curative. C'est pourquoi je vous dis. Du remède malgache. Oui. C'est pourquoi je vous dis que l'appréciation est mitigée. Parce qu'au Togo, le Covid organique vient en deuxième position dans le traitement. Donc, ça veut dire que. Cette déclaration-là que les médecins togolais ont fait, cette déclaration n'a pas valeur scientifique. Mais c'est vous qui... Non. Moi, ce que je dis, je m'en tiens à ce que les médecins qui sont au front disent. Aujourd'hui, il n'y a pas, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas un remède efficace à 100% qui puisse donc guérir donc de ce virus-là. Donc, ça veut dire que tout le monde, c'est du débrouillardisme. Tout le monde se débrouille avec ce qu'on trouve. Si ça arrive donc à guérir les gens, tant mieux. Voilà donc le Madagascar, pour eux, c'est cette tisane-là. Donc, pour l'instant, ils ont vu qu'il y a quelques failles qu'ils disent. Il y a des gens qui ne prennent pas la tisane. Il y a des gens qui se laissent un peu aller. Maintenant, et ils ont commencé également à faire un test, un dépistage au niveau donc de la masse. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui font le test. Donc aujourd'hui, ils vont prendre un certain nombre de dispositions. Si c'est que c'est au niveau de la population où les gens ne respectent pas les mesures barrières, maintenant, ils peuvent mettre donc les forces de l'ordre en contribution, comme on le voit au Togo, où tout le monde doit être doit mettre son cache-nez au niveau des feux tricolores, et on verbalise même les citoyens pour que tout le monde se mette dans le rang pour qu'on arrive donc à séquencer le virus. Maintenant qu'ils ont vu qu'il y a quelques failles, mais ils vont continuer à utiliser le CVO, mais à prendre donc des dispositions, ne serait-ce que pour les mesures barrières. En même temps, Chris, il y a aussi un autre aspect qu'on ne peut pas éluder, c'est le fait, la logique complotiste. On sait aussi qu'elle existe et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, tu peux rejoindre alors. Quand je parlais des foufous des occidentaux. Non, ça, je sais que... D'accord, heureusement que tu peux rejoindre. Non, bien entendu. Généralement, lorsque l'Afrique, il y a quelque chose qui va bien en Afrique, on a l'impression que cela ne plaît pas du tout aux Occidentaux, parce que pendant longtemps, ils ont voulu faire passer l'Africain pour de gros bénels, des gens qui n'avancent pas, qui ne trouvent rien, des paresseux, etc. Ça, nous savons que ce fait-là, cette perception de l'Africain par l'Occident existe bien entendu. Mais maintenant, il ne faut pas que, partant de cela, ce qui est fait sanitaire devienne fait politique. Et je crois que c'est ce que je reproche un peu au président malgache, qui s'était mis devant cette affaire-là, parce que, vous savez, il en a fait plutôt un fait politique. Un fait politique pour dire que, il peut en donner aux autres Africains, etc. Alors qu'il aurait pu être modeste dans la jouissance même de cette découverte-là et faire en sorte que les analyses scientifiques accompagnent cette découverte-là. Moi, je ne dis pas qu'il faut refuser que le remède malgache ne soit pas un remède comme les autres. C'est possible que ce soit un remède au même titre que la chloroquine du professeur Raoul, qui n'est peut-être pas moins efficace, ou bien plus efficace que la chloroquine de Raoul. Mais en Occident, même en Occident, c'est vrai qu'on avait parlé aussi de complot par rapport à la chloroquine, mais il y a un fait qui est tangible, c'est que la preuve n'est pas faite à 100% scientifiquement que la chloroquine fait l'affaire. Même à ce jour, personne ne dit que c'est la chloroquine qui fait l'affaire. Justement, Béni l'a dit aussi, parce que justement, la chloroquine, ça peut marcher chez certains patients et non chez d'autres patients. C'est la même chose qu'on observe le Covid organique. Ça peut marcher avec certains et pas avec d'autres. Justement, par exemple, à Madagascar, non, c'est parce que les gens n'ont pas pris
remède, il y a un là, député. le remède Il y a un tisane, député de l'opposition. C'est justement parce que, non, c'est-à-dire les Malgaches agissent comme Trump aux États-Unis, comme le Brésilien, Jair Bolsonaro, parce qu'ils disent, ils ne reconnaissent pas le fait en face. Ils disent que si il y a eu tant de contamination, c'est parce que, ou soit on a procédé à beaucoup de dépistage, ou alors parce que les gens ne prennent pas la tisane. C'est que les gens, ils se dédouanent. Ils se dédouanent. Mais on peut augmenter le nombre de dépistage, mais il y a une proportion quand même qu'il faut respecter, savoir que lorsqu'on fait tel nombre de dépistages et on trouve tel nombre de contaminations, c'est parce que la situation est mauvaise. Mais ici, ils ne reconnaissent pas la gravité de la situation. Ils pensent que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de dépistages, ou alors c'est parce que les gens n'ont pas pris cette tisane, au lieu de chercher les causes réelles de cette contamination-là, ils procèdent à ces subterfuges-là pour se dédouaner. C'est ce que j'appelle le fait politique. Chris, selon toi, quelles sont les causes? Eux, ce gouvernement-là... Peut-être parce qu'ils ne respectent pas les mesures. Non, je vous dis... Croyant être à l'abri. Bon, non, en même temps, moi, le gouvernement... Je me rappelle quand même que le président malgache, malgré qu'il vantait les mérites du Covid organisme, continuer à insister sur le respect des mesures barrières. Des mesures barrières. C'est pourquoi je dis... Ça peut être l'effet contraire dans les populations qui se sont dit, bon, on a déjà le remède. Justement, c'est pourquoi je dis que le gouvernement malgache a identifié les causes. Le gouvernement, aujourd'hui, ce gouvernement a identifié les causes donc, de cette flambée-là et va prendre des dispositions. Il va prendre des dispositions. Si ils ont constaté que c'est parce que il y a une grande majorité donc de la population, parce qu'il y a d'autres aussi, et il y a des faits politiques où les opposants donc du président Maga disent que non, que cette tisane n'a aucun effet miracle, faut pas en prendre, et que les gens suivent les politiques et ne prennent pas, c'est normal qu'ils contractent le virus. Aujourd'hui, quand ils disent que c'est parce qu'on commence à faire un dépistage massif qu'on on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de cas, donc ils vont prendre également des mesures et ils vont continuer pas à insister sur les mesures barrières. Donc aujourd'hui, du fait qu'il n'y a pas jusqu'aujourd'hui un remède miracle qui garantit à 100% l'efficacité, donc permettez que, comme les Occidentaux et les Africains, nous sommes tous dans le débrouillardisme, qui se débrouillent avec leur Covid organique, mais en prenant des dispositions, ne serait-ce que pour respecter les mesures barrières. Donc c'est ce que moi je dis. Maintenant, dire tout de suite que non, que c'est pas bon, comme les Occidentaux, déjà au premier jour où le président malgache a annoncé, du moins la tisane, ils ont déjà dit que c'est pas bon. Sans même savoir l'effet ou sans même le prendre. C'est pourquoi je dis qu'il faut être beaucoup plus prudent sur ces vuvuzelas occidentaux. Tout le monde se débrouille, ils se débrouillent en France, la Côte d'Ivoire se débrouille, le Madagascar se débrouille, tout le monde se débrouille aujourd'hui. Donc débrouillons-nous. Miracle. Voilà ce que je dis. C'est vous qui le dites, remède miracle. Il n'a jamais dit remède. Lui, il parle donc de sa potion. Il parle de sa potion. Il parle de son Covid organique. Il parle de son CVO. Maintenant, si vous croyez que c'est un remède miracle, ben c'est à vous. Mais je crois que c'est on dit que l'air est purifié. Mais lui, il l'a jamais dit. Donc voilà. D'accord. Nous allons passer maintenant au second sujet, c'est le Mali. L'imam Dicko demande la démission de Boubou Cissé et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le seul mot d'ordre de l'opposition malienne reste la démission du président malien Ibeka, ainsi que celle de son premier ministre Boubou Cissé. C'est ce qu'ont déclaré les dirigeants, notamment Choguel Maïga, qui est l'un des responsables de la coalition M5 RFP, la figure de proue donc du mouvement de l'opposition. L'imam Dicko a de son côté indiqué avoir demandé au Premier ministre Boubou Cissé de rendre sa démission afin qu'on puisse former un vrai gouvernement d'union nationale. Dans le fond, Sylvestre Béni, quand on regarde les propos de ces deux, il semble y avoir une contradiction quelque part. L'imam Dicko, c'est vrai que depuis le début, on ne l'a jamais personnellement entendu demander la démission d'Ibeka. Hier, il s'est entretenu avec le Premier ministre Boubou Cissé et à la sortie, il dit « Je lui ai demandé de rendre sa démission pour qu'on puisse passer à la formation d'un gouvernement d'union. » D'un vrai gouvernement d'union. Voilà. De l'autre côté, il y a Choguel Maïga, qui est l'un des responsables du mouvement de contestation, qui dit que le seul mot d'ordre demeure la démission d'Ibeka et de son régime. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique et en politique, il faut faire de la surenchère. Il faut mettre un peu la barre haut
Et là, si vous n'arrivez pas à avoir le sommet, au moins vous pouvez avoir l'essentiel. Mais on est au sein de la même contestation. Oui, les propos semblent divers. Vous savez, un religieux, le religieux, il est dans son rôle de religieux. Il dit que je lui ai demandé donc de démissionner pour qu'on puisse former un vrai gouvernement d'union nationale. Ouais. Mais le politique, il dit, non, nous voulons le départ de IBK. Chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Donc aujourd'hui, ça ne fait pas des ordres? Non, ça ne fait pas des ordres. Comment dire ça ne fait pas des ordres? Le politique dit, je veux le départ de IBK. C'est un politique qui le dit. Mais le religieux dit, non, nous voulons que le chef de l'État et que le Premier ministre démissionne pour qu'on puisse former un vrai gouvernement d'union nationale. Mais au-delà de tout cela, moi je crois que c'est la CEDEAO qui a encore une fois ramassé la honte, quoi, comme le disent nos amis ivoiriens. Parce que tout ce que la CEDEAO a semé dans les autres pays africains, ils sont en train donc de le récolter cela au Mali. Et la CEDEAO, c'est-à-dire cette communauté empirique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est maintenant, je crois que c'est la belle formulation pour ce syndicat de chefs d'État que nous avons aujourd'hui, la CEDEAO, communauté empirique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce syndicat-là, qui se soutient infailliblement, vous avez vu du moins la manière dont ils se sont retrouvés la dernière fois. Malgré le coronavirus, 6 sous-chefs d'État sont allés donc au chevet donc, de leurs amis qu'il faut coûte que coûte sauver. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent donc aux 31 députés de démissionner afin qu'on puisse faire donc de nouvelles élections. Et pendant ce temps, ils disent que non, on ne doit pas demander à IBK donc de quitter parce que c'est anticonstitutionnel. Lorsque vous dites que demander le départ de IBK est anticonstitutionnel, or vous-même vous êtes en demandant aux députés élus de démissionner, c'est également anticonstitutionnel. Donc vous voyez... Députés mal élus. Voilà, comment? C'est vous qui employez ce terme-là. Eux, ils ne se considèrent comme... même de la contestation. C'était ce qui agrégeait les résultats. Ils ne se... je vous dis, les 31 députés, ils ont dit qu'ils se sont concertés et jamais ils ne vont pas démissionner. Et ils ont dit que c'est anticonstitutionnel parce que pour eux, ils sont bien élus et ils sont à leur poste. C'est vous qui connaissez cette étiquette de mal élu. Pour eux, tout est bien et nous sommes là de manière constitutionnelle. Vous voyez, donc, la crise malienne demande à ce qu'on puisse aller au-delà donc des considérations de chapelle, c'est-à-dire tout faire donc pour protéger IBK. C'est en fait ce que la CEDEAO est en train de faire. Tout faire pour protéger IBK. Même si on doit amputer tout le monde et que IBK reste, donc il faut le faire. Vous voyez? Et tout de suite, vous demandez aux gens donc de mettre un peu d'eau dans leur vin. Vous demandez aux gens donc d'aller au dialogue. Mais au même moment, il y a des déclarations de certains chefs d'État qui risquent donc d'envenimer la situation. Vous brandissez des sanctions contre les personnes, vous dites que oui, vous n'aimez pas le désordre, tout ça, mais ce n'est pas de nature donc à temporiser les ardeurs. Et vous verrez que ça va prendre bientôt et je crois que le reste revient au peuple malien. C'est à eux donc de décider. En tout cas, on voit l'imam Dicko qui est maintenant dans une logique d'un gouvernement d'union nationale, mais il a ajouté le mot vrai. C'est-à-dire, déjà quand on voit ce qui s'est passé ces derniers jours au niveau du Mali, en application des recommandations des chefs d'État, le président malien a maintenu Boubou Cissé au poste de Premier ministre. Et Boubou Cissé avait aussi le portefeuille de l'économie et des finances. Il lui a retiré, qu'il a confié à une autre personne. Et il a nommé un ministre de la Défense, un ministre de l'Intérieur, un ministre des Affaires étrangères. Il y a un dernier poste qui m'échappe. En tout cas, il y a 6 ministres aujourd'hui. C'est les ministères régaliens. Et il a tout pris. Il a tout pris. Les voilà. À me prendre quoi? Bon, voilà, justement, c'est une bonne question. Mais avant d'en venir, là, je crois que je vais remonter un peu la pente de Béni pour dire que lorsqu'il traite la CEDEAO de la communauté des empiriques, des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Non, je voudrais lui rappeler qu'avant la science, il y avait l'empirisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé à la science directement. C'est pour cela que moi, je dis généralement qu'il faut quand même être à toute proportion gardée, être indulgent quand même vis-à-vis de ces chefs d'État-là. Lorsqu'on prenait même par exemple l'Union européenne, vous savez, c'est de dur labeur qui sont même parvenus à cette étape-là, même de leur union aujourd'hui. Ça n'a pas... C'est avec
avec un travail sérieux qui a été fait mais sur le terrain. Mais ça fait des années que la CEDEAO est là. Mais des années. Non, mais l'Union européenne, ce n'était pas déjà l'Union européenne, il y avait déjà une autre appellation. La CE. La CE, etc., avant de venir à l'Union européenne. Et aujourd'hui, cette union-là est toujours en gestation. Que dira-t-on alors de la CEDEAO, d'abord, qui représente un certain nombre d'États qui sont encore sous la coupole même de l'Occident, des États même individuellement qui s'en sortent. Non, tu viens de dire quelque chose de très important, qui sont sous la coupole donc de l'Occident. C'est ce que vous avez vu que tout de suite au lendemain de la recommandation, c'est la France qui a salué cela. Non, c'est la France qui a salué cela. Or, vous conviendrez avec moi que les Maliens ne sont pas pour les Français. Ils avaient en tout cas manifesté contre la France. C'est important, c'est un détail important. Encore un autre débat. Moi, j'ai dit je voudrais qu'on tienne compte de tous ces paramètres-là avant de vouer aux gémonies, peut-être le petit travail que la CEDEAO a fait pour accompagner quand même. Le syndicat des chefs d'État. Voilà. Mais voilà, maintenant, pour en venir à la question qui est posée, c'est qu'il est vrai que, mais c'est que au Mali, si le président Ibeka veut que la crise passe, il faut qu'il joue franc jeu. Mais maintenant, lorsque au départ, il était question en effet on disait que les 31 députés ont été des députés mal élus, en ce sens que d'abord, ils n'étaient pas passés directement au premier tour, c'est au deuxième tour que le nombre de ces députés-là sont arrivés à l'Assemblée. Alors qu'il était évident qu'il avait perdu la partie et que c'est pas la Cour constitutionnelle qui a pris pratiquement un décret pour les avaliser, alors que ce sont des gens qui avaient perdu pour la plupart leur portefeuille et c'est un nouveau qu'on a dû hisser du bout des bras parce qu'on veut absolument les faire arriver dans l'Assemblée. Donc, au départ, l'opposition, la rue, réclamait déjà le départ de ces 31 députés. Donc, je crois que ce n'est pas aujourd'hui une création que de dire que ces 31 députés-là, lorsque la CEDEAO dit qu'on peut refaire les élections au niveau de ces députés-là, ce n'est pas la CEDEAO qui crée cela. Ça a été au départ une demande de la rue. Et je crois que cette demande-là, ce que refusait le président Ibeka, mais qui est aujourd'hui disposé à accepter cela. Je crois qu'il a avancé un tout petit peu, il faut le lui reconnaître. Mais là où il ne joue pas franc jeu, c'est que lorsqu'il nomme, il prend les postes les plus, je ne dirais pas juteux, les postes... Les ministères stratégiques. Il y a juteux, mais aussi stratégiques, parce que il prend les défenses, il prend l'économie, il prend l'intérieur, les affaires étrangères. Du moins, les trois là déjà, économie, défense, intérieur, il maîtrise déjà le pays. Voilà. Peut-être avec le temps, il va le donner à l'opposition, à la communication, je ne sais pas, l'agriculture, le civisme, l'alphabétisation des femmes, etc. Mais s'il veut jouer franc jeu, en vérité, il devrait même pas nommer le Premier ministre. Le poste du Premier ministre doit faire objet aussi de discussion. Et les différents postes à pouvoir doivent eux aussi faire objet de discussion. On va voir quels sont les postes parmi les ministères régaliens, quels sont les postes qu'on peut donner. Par exemple, lorsque on donne la défense à Ibeka, peut-être qu'on donnerait l'intérieur à l'opposition. Ouais. Je crois que ça a été fait une fois au Togo ici, c'est-à-dire vous appelez les gens pour discuter à propos même de la répartition des postes ministériels. Lorsque vous vous entendez sur ces postes-là, eh bien, on peut même, je disais, mettre en discussion le poste du Premier ministre, parce qu'aujourd'hui, si on ne veut pas du gouvernement d'union nationale, ce n'est pas un gouvernement d'ouverture, mais c'est bien un gouvernement d'union. Ouais. Puisqu'il y a problème, peut-être voir qui peut faire l'affaire au niveau des autres, là, peut-être qu'on leur donnera aussi le poste du Premier ministre. Justement, Ibeka, non seulement il ne veut pas partir, ça on comprend, mais il tient à garder ce Premier ministre-là. C'est là où je crois que c'est là où le problème se situe aujourd'hui. Si Ibeka veut véritablement rester au pouvoir, il faudrait qu'il commence à faire au moins des concessions. Il faudrait quand même qu'il essaie également donc d'ouvrir un peu le champ pour que l'opposition puisse avoir au moins quelques postes stratégiques. Voir au chapitre. Voilà. Donc lorsque lorsque vous écoutez même les déclarations donc du Premier ministre où il dit il y a un terme là qui m'a échappé.
qu'ils sont éligibles. Il appelle les opposants à intégrer. C'est une manière de dire, vous pouvez venir. Là, vous verrez que les gens vont tout de suite se braquer. Oui. Les gens vont tout de suite se braquer. Donc, si Ibeka tient à sauver donc, son fauteuil présidentiel, qui trouve au moins quelqu'un de modéré au niveau donc, de l'opposition ou au niveau donc, de cette coalition-là pour sauver. C'est ce que le président togolais avait fait en 2006, où au sorti donc des élections de 2005, il sait qu'il y avait quand même tellement de contestations. Nous sommes allés donc au dialogue avec l'APG et il a pris quoi? Il a pris Maître Yavi Agbouibo. Bon, à l'époque. C'est ce que nous appelons gouvernement d'union. Voilà. Il a pris Maître Yavi Agbouibo. Un gouvernement d'union, non, un gouvernement d'ouverture. C'est-à-dire que les postes doivent être, tous les postes doivent faire objet de discussion. Parce que tout à l'heure, Samuel, vous disiez qu'il tient à garder Boubou Cissé. Non, si en principe le poste du Premier ministre revient à Ibeka, quitte à lui de choisir qui il veut. Oui. Mais moi, je parle même du fauteuil vacant. Il faut que le fauteuil soit rendu d'abord vacant et qu'on fasse même des discussions pour voir est-ce que le fauteuil doit aller à l'opposition ou parce qu'aujourd'hui, il y a crise en fait. Maintenant, lorsque on donne ce fauteuil-là à l'opposition, peut-être que le président peut peut-être lui accorder le droit de proposition, c'est-à-dire dire que proposez-moi peut-être 2 personnes, je vais choisir, parce que c'est lui qui a été élu, c'est lui qui veut travailler avec ce Premier ministre-là. Peut-être qu'on lui fait 2 propositions pour qu'on ne dise pas qu'on lui a imposé un Premier ministre. Peut demander, c'est ce qui a été fait, je crois, en 83 entre Boibo et Edem Kodjo, et Edema fait son choix. En 94. En 94, je veux dire. Et aujourd'hui aussi, il faut qu'on au moins lui donne le choix. S'il donnait le poste là à l'opposition, que l'opposition lui présente par exemple 2 candidats, à lui de choisir le moins parmi les 2. Au moins là, il rassure l'opposition et dit que ben voilà, nous allons ensemble à une solution négociée de la crise. Mais lorsque il nomme un Premier ministre, il a pris ce poste-là et c'est le Premier ministre qui ensuite appelle les autres à venir à regagner son gouvernement. Je ne crois pas qu'on peut appeler encore cela gouvernement d'union, mais c'est un gouvernement taillé selon la volonté de Ibeka. Je crois que ce qui risque d'arriver aujourd'hui, c'est que chaque jour, Ibeka s'affaiblit plus. Parce que si la rue gronde aujourd'hui et qu'on arrive à faire démissionner encore ce gouvernement, je vous dis que les gens iront jusqu'à demander son départ. Parce que vous avez vu qu'au lendemain donc, du départ donc, des chefs d'État, il était dans une logique de mettre du moins les gens devant le fait accompli. Et rapidement, il y a un gouvernement de 6 ministres. Oui. Et il s'est taillé la part du lion, il a tout de suite pris les postes stratégiques. Si la rue, ou du moins l'opposition arrive à encore faire démissionner ce gouvernement, Ibeka risque de partir. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je me dis que cette manière de confondre peut-être vitesse et précipitation risque maintenant d'être préjudiciable pour son fauteuil présidentiel. Donc il doit faire aujourd'hui profil bas. Les chefs d'État sont venus peut-être rehausser, lui porter un peu d'aile, mais ils sont partis dans leur pays. Ils iront donc se sauver parce que dans leur pays également, il y a des grognes. Donc c'est à lui de discuter avec le peuple malien, de discuter avec l'opposition, d'ouvrir un peu le champ, s'il tient donc à finir son mandat. Et là, il fait les choses comme peut-être un bon gentleman. Il peut donner le poste de Premier ministre à quelqu'un. Et là, il va s'en sortir tranquillement. Mais s'il tient avec la méthode forte, justement, quand l'imam Diko parle d'un vrai gouvernement d'union nationale, j'insiste sur le mot vrai, c'est que pour lui, il faut faire une refonte et absolument, ça veut dire que la façon dont le Premier ministre en question, le Premier ministre qu'il était allé voir, Boubou Cissé, là, ce n'est pas de cette façon qu'il fait le gouvernement d'union nationale. Donc, il est en train de dénoncer ce gouvernement. C'est-à-dire que vous prenez, vous coupez le bout du gras, ensuite, pour le menu fretin, vous appelez les gens pour se les partager. Je crois que c'est ce qu'il dénonce. Et c'est ce qu'il dit, il en appelle à un vrai gouvernement d'union nationale et non à un subterfuge, comme cela est en train d'être tissé par le nouveau Premier ministre et son mentor, le président Ibeka. Je dis qu'il faut jouer franc jeu, il faut être loyal. Lorsque vous avez des problèmes, vous avez appelé les gens, parce que les présidents sont venus de partout, au nombre de 5, je crois, la dernière fois, et au moins, ça lui a permis d'avoir un peu de répit, au lieu de mettre à profit ce temps de répit-là pour réfléchir
reculer et trouver la solution qui s'impose. Je crois qu'il est toujours dans le déni, peut-être déni de cette crise-là, qui risque de l'emporter, et peut-être aussi ne pas faire honneur à ceux qui sont venus à son chevet pour que son pouvoir tombe, mais pour que le Mali ne prenne pas feu, parce que le Mali a déjà des problèmes de sécurité. Il faut aujourd'hui une accalmie au niveau du front politique pour s'occuper du problème essentiel qui est le problème de sécurité et le problème sanitaire que nous connaissons tous, que le monde entier connaît. Mais profiter de l'arrivée des chefs d'État de la CEDEAO pour tenter d'avoir à l'usure la rue, je crois que c'est une solution. Non, c'est mal, mais il connaît mal son pays parce que... Vous noterez aussi que quand l'imam Dicko commence par demander un vrai gouvernement d'union nationale, c'est qu'il fait preuve d'ouverture aussi. Hein. Justement, vous savez, fait une grande concession. Cet imam-là est tellement écouté par le peuple malien. Et lorsqu'il dit ça, je crois qu'Ibeka devait quand même saisir l'occasion. Parce que j'ai l'impression que la rue qui demande beaucoup plus son départ, quand cet imam m'a dit non, un vrai il peut parler donc aux autres. Bon, voilà, maintenant, et allons donc, on verra ce qu'ils vont nous proposer. Donc si c'est bon, on prend, et puis on fera la chanson, et on va sortir le pays donc de l'ornière. Mais si Ibeka tient, parce que les chefs d'État parlent de sanctions, parce que Ouattara parle de ceci, on a tellement sanctionné le pays là, j'ai un peu oublié. On a tellement sanctionné les gens là-bas. Le pays dont la résolution a été prise ici au Togo, la Guinée. Oui, c'est la Guinée quoi. Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau. On a tellement sanctionné les gens en Guinée-Bissau, mais la crise demeure. Voyez-vous donc, ces sanctions, cette menace de sanctions de la CEDEAO ne fait ni chaud ni froid au peuple malien. Trouver de belles formules pour sortir de la crise. Maintenant, la sortie de la crise, c'est vrai quand on dit gouvernement d'union nationale, est-ce que c'est ça qui va résoudre les vrais problèmes qui étaient posés par la contestation? Bon, si vous voulez mon avis sur le sujet, je dirais que le gouvernement national ne va pas régler du tout le problème. Moi, c'est mon avis. Parce que, vous savez, mais ça au moins a la vertu de permettre aux gens de prendre un peu d'air. De reculer, d'avoir de la calmer au moins sur le plan politique. Lorsqu'il y a tension politique, cette tension politique est venue s'ajouter à une autre tension sécuritaire, à une autre tension sanitaire. Mais si au moins ils peuvent se mettre ensemble, ne serait-ce que pendant les 6 mois qui arrivent, ou bien pendant les 4 mois qui arrivent, ça va donner quand même une bouffée d'air à ceux qui seront aux affaires politiquement pour au moins faire face à deux périls, à deux menaces, la menace sécuritaire et la menace sanitaire. Moi, c'est ce que je vois, que au moins, ça va leur donner un temps de répit. 4 mois, 5 mois, 6 mois, mais la tension politique va encore revenir parce que ça va dépendre maintenant de la gestion que les différents des ministres ont des affaires qui leur sont confiées. Vous savez très bien que nous avons déjà vu au Mali que le président a été... on a fait un coup d'État au président, mais ça n'a pas réglé le problème. Mais ça a laissé plutôt la porte ouverte aux rebelles du Nord qui descendaient vers la capitale. On a dû rapidement... La France a dû rapidement les arrêter. Sinon, aujourd'hui, tout le Mali serait dit entre les mains des djihadistes. Mais aujourd'hui, au moins, ce gouvernement d'union nationale permettrait d'avoir de la calmie sur le front politique et comme ça permettre au gouvernement de s'occuper de l'essentiel qui est la crise sécuritaire, la crise... Voilà, ce qui nous conduit à la grande pause et on va revenir après le journal, continuer avec la Côte d'Ivoire.